Salut Vincent. Bonjour Simon. Merci d'avoir accepté de venir pour notre podcast Et Demain. Je rappelle un peu le concept. L'idée, c'est d'échanger avec des experts d'un secteur, des experts souvent liés au monde du développement durable ou de l'impact, et que ces experts puissent nous partager leur vision d'aujourd'hui et surtout leur vision de demain, nous éclairer un peu sur ce qui risque de nous arriver. Ok. On va démarrer très simple, on va te laisser te présenter. Donc, je m'appelle Vincent Cros, je suis ingénieur de formation. Suite à mon diplôme, je suis allé travailler dans la finance pendant quelques années, où j'ai fait différents métiers dans la banque d'investissement. Et en 2012, j'ai décidé de quitter la banque pour créer ma première entreprise dans la téléassistance pour personnes âgées. Entreprise que j'ai cofondée avec 2 autres personnes et qu'on a cédée à une mutuelle quelques années après. Et en parallèle de tout ça, j'ai eu des enfants, je me suis posé pas mal de questions, j'ai lu des bouquins et j'ai eu une grosse prise de conscience écologique. De là est née la volonté de faire quelque chose qui a un impact positif sur l'environnement. Et suite à ça, j'avais envie de recréer une activité qui ait un impact positif sur l'environnement. Et donc, dès que j'ai cédé ma précédente entreprise, j'ai essayé de réfléchir à ce que je voulais faire. Je me suis intéressé à plein de sujets et assez vite à l'agriculture. Et suite à ça, j'ai rencontré mes associés et on a décidé de créer FEV pour essayer d'accélérer la transition agroécologique. Et donc, FEV existe maintenant depuis 3 ans et demi avec cet objectif d'accélérer la transition agroécologique et donc en s'intéressant plus particulièrement à l'installation de jeunes agriculteurs. Super, merci pour ce rappel. Tu as dit du coup que tu es parti dans le monde de l'agriculture. Qu'est-ce qui t'a plu dans l'agriculture? En fait, ce qui m'a plu et ce qui m'a intéressé, c'est que l'agriculture, ça fait face à plein d'enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux. Et c'est vrai que quand on réfléchit environnement, quand on réfléchit problématiques environnementales, souvent on s'arrête aux problématiques de carbone et de réchauffement climatique. Et d'ailleurs, souvent quand on parle de transition, les gens parlent de transition climatique ou de transition énergétique, alors que la transition elle est beaucoup plus large que ça. Et ce qui m'intéresse dans l'agriculture, c'est que justement ça touche à la fois à des problématiques de carbone, ça touche à des problématiques de biodiversité, ça touche à des problématiques d'eau, ça touche à des problématiques sociales aussi, parce que les difficultés des agriculteurs sont un gros sujet également, difficultés économiques, et ça touche à ce qui nous nourrit tous les jours. Et moi, historiquement, je me suis toujours intéressé à ce que je mangeais, je me suis toujours intéressé à comment c'était produit, et donc j'arrivais avec certainement plein de préjugés, mais voilà, tous ces éléments m'ont fait prendre conscience des enjeux de l'agriculture. Ce que j'avais vu aussi, c'est que les terres agricoles, ça représente à peu près 50% des terres aujourd'hui en France, et les chiffres sont à peu près les mêmes quand on regarde les autres pays dans le monde. Et donc, en fait, ça a un impact majeur sur notre société. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet-là et que j'ai essayé de réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour essayer d'améliorer les choses d'un point de vue environnemental et social. Super, ouais. Tu as parlé de carbone, d'environnement, ouais, du social, tu as parlé de l'économique. Moi, quand j'ai découvert FEV, il y a un truc qui m'avait choqué. Je ne sais pas si c'est dans le bon ou dans le mauvais sens du terme, mais en tout cas, ça m'avait choqué. C'était cette idée de souveraineté alimentaire. C'est vrai que quand j'en parle, en fait, d'apprendre que par exemple dans une région comme Toulouse, si Toulouse devait subvenir à ses besoins en termes d'alimentation, je crois qu'on pourrait nourrir que 10% des Toulousains par rapport à ce qu'il y a autour. Je ne suis pas sûr de la stat, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aurait une grosse partie de la population qui serait en difficulté alimentaire. Je crois que tu en parles aussi quand même de cette partie-là. Et à côté de ça, il y avait une autre stat, c'était, je crois que c'était à peu près 50% des agriculteurs, dans 10 ou 15 ans, ne seront plus là. Ouais. C'est cette stat-là? Alors ouais, c'est 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans.
Comment on l'obtient, cette stat? Il y a des statistiques qui sont fournies par la MSA, qui est la mutuelle des agriculteurs, parce que les agriculteurs sont les seuls à ne pas être dans la sécurité sociale. Donc il y a une sécurité sociale qui est dédiée, qui est donc gérée par la MSA, et donc qui donne des chiffres, et puis après il y a des chiffres publics avec des recensements qui sont faits régulièrement, et qui donnent des infos sur le nombre d'agriculteurs, l'âge qu'ils ont, leur activité, etc., etc. Donc il y a eu un recensement récemment aussi qui a donné pas mal de chiffres sur les agriculteurs. Mais oui, les deux problématiques dont tu parles, c'est deux problématiques hyper importantes. On a ce problème de renouvellement des générations dont on parle beaucoup et de plus en plus, qui est un problème parce qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite et qui ne sont pas forcément remplacés, ou en tout cas le rythme des installations aujourd'hui n'est pas assez rapide pour remplacer ces personnes qui partent à la retraite. Et donc le risque qu'on a par rapport à ça, c'est de potentiellement plus produire tout ce dont on a besoin, et aussi d'avoir un phénomène d'agrandissement des exploitations agricoles, ce qui va souvent avec une simplification des pratiques, et qui va souvent, je dis souvent parce que c'est pas une règle absolue, mais qui va souvent avec des pratiques qui sont moins vertueuses pour l'environnement. Donc ça, c'est quand même une problématique. Et l'autre problématique qui est liée à ce non-renouvellement des générations et à la problématique de souveraineté alimentaire, c'est qu'aujourd'hui, on importe, c'est plus de la moitié des fruits et des légumes qu'on consomme aujourd'hui en France, qui sont importés de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est un pays agricole, hein, on est... aujourd'hui, la France est un pays qui produit plus qu'il ne... Enfin, donc qui exporte plus qu'il n'importe. Mais quand on regarde secteur d'activité par secteur d'activité, enfin sous-secteur d'activité par sous-secteur d'activité, on exporte aujourd'hui des céréales, mais on importe des fruits, des légumes. On importe aussi de l'alimentation pour du bétail. Et donc, il y a pas mal d'activités sur lesquelles on n'est pas du tout souverain. Et quand on va un peu plus loin en plus en termes de souveraineté alimentaire, il y a une autre problématique, c'est comment on fertilise tous nos champs. Et en particulier aujourd'hui, quand on est en agriculture non biologique, on fertilise avec des engrais qui sont des dérivés de gaz et de pétrole, qui sont donc des produits chimiques. Ces engrais, hein, ils sont forcément importés. Parce qu'on n'a pas justement ce gaz, ce pétrole en France, indépendamment des impacts autres qu'il pourrait avoir, on les a pas, et donc on oublie souvent de parler de ces intrants qui sont aujourd'hui beaucoup utilisés pour justement produire ces céréales. Et en fait, même sur les céréales, on n'est pas complètement souverain parce qu'on utilise ces intrants et ces produits pour pouvoir les produire. Donc il y a en effet un sujet de souveraineté alimentaire, et quand tu le regardes ville par ville, je n'ai plus les chiffres non plus exactement, mais en effet, chaque ville est très peu autonome ou indépendante. Et même quand on regarde sur le département ou sur la région, on a très peu de régions qui arrivent à produire tout ce dont on a besoin pour vivre. D'autant plus qu'il y a une très forte spécialisation des régions. Et c'est un des enjeux et un des problèmes également de l'agriculture, c'est qu'on a des régions qui sont hyper spécialisées. En Bretagne, on va avoir beaucoup de production de porcs, de volailles, donc beaucoup d'élevage, plutôt assez intensif. Dans la Beauce ou dans le nord de la France, on va avoir beaucoup de production de céréales, de grandes cultures. Et en fait, ça génère plein de problématiques aussi, parce que on va avoir... c'est ce qu'on voit en Bretagne, hein, avec ces élevages de porcs et de volailles, c'est qu'il y a beaucoup de pollutions qui sont liées à ça, et en particulier on parle de pollution aux nitrites qui sont dues justement à ces élevages-là, avec un peu trop d'azote en fait qui se retrouve dans les eaux et dans les rivières, et c'est ce qui donne les algues vertes dont on a beaucoup parlé. Et en fait, cette hyper spécialisation des régions, elle a des impacts environnementaux. Et donc, un des sujets aussi, c'est d'essayer de recréer une diversité au sein de chacun des territoires pour répondre à ces problématiques environnementales, mais aussi pour répondre à cette souveraineté alimentaire de chacun des territoires. Ça me donne envie de te poser plein de questions, là, ce que tu viens de dire, mais je reviens sur ce que tu disais. Donc, les chiffres qu'on a, c'est que dans
10-15 ans, il y a la moitié des agriculteurs en moins. Moi, je raisonne, j'ai pas ton niveau de connaissance sur le sujet. Je me dis, mais en fait, là, dans 10 ans, il y a moitié moins en fait, de production alimentaire sur le sol français. On nous en parle pas. J'ai pas vu des infos passer là-dessus. J'ai même pas vu un politique s'exprimer là-dessus. Après, je regarde peut-être pas forcément toute la journée des politiques parler, mais on parle beaucoup de sujets, retraite, pouvoir d'achat, énergie, mais en fait, on ne parle pas d'alimentation. Ça renvoie quand même un sentiment d'inquiétude. Toi qui maîtrises le truc, tu es inquiet de cette situation aujourd'hui? Ouais, je suis inquiet de la situation. Après, c'est pas vrai qu'on n'en parle pas. Alors après, peut-être que je suis biaisé parce que je m'intéresse de très près au sujet, donc je vois dès qu'on en parle. Il y a eu un projet de loi sur l'alimentation et l'agriculture en début d'année. Porté par qui? Qui a été porté par le gouvernement, qui a été discuté à l'Assemblée, qui a fait beaucoup de bruit parce qu'il y avait quand même pas mal de sujets qui étaient un peu clivants. Et au final, cette loi, elle a été votée il y a quelques semaines, hein, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Donc c'est hyper décevant parce qu'il y avait une vraie volonté d'essayer de faire des choses, ou en tout cas au départ, une volonté annoncée d'essayer de faire des choses pour justement essayer de faciliter ce renouvellement des générations et de faire en sorte de travailler sur ce renouvellement des générations. Et au final, il n'en est pas sorti grand-chose. Donc il y a eu quelques bouts de loi qui essayent de rediriger les personnes qui vont céder leur exploitation vers un point dédié pour leur faciliter la transmission de leur exploitation. Mais en dehors de ça, il n'y a pas eu grand-chose et donc c'est hyper décevant. Et en particulier, nous, on a notre conviction profonde, c'est que il y a ce sujet de renouvellement des générations, il y a le sujet de transition agroécologique qu'il faut mener de pair. Et en fait, on pense que, et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à l'installation, c'est que nous, on est convaincus que c'est le bon moment justement pour faire cette transition, parce que le meilleur moment pour changer, c'est quand on s'installe en fait. Une fois qu'on est installé, qu'on a des pratiques en place pendant 10-15 ans, qu'on a fait des investissements qui sont liés à des pratiques, aller changer de pratique, c'est quand même compliqué. C'est pas impossible, hein, il y a des gens qui y arrivent très bien, c'est possible, mais c'est plus compliqué. Donc nous, on se dit, c'est en plus un super bon moment pour changer les pratiques et pour faire cette transition. Ça, tu t'en es aperçu en préparant le lancement de Fève? Je suppose que tu t'es pas levé du jour au lendemain. Allez, les gars, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les étapes pour arriver à ce que Fève est devenu au lancement? Mais en fait, au départ, on est parti d'une question large qui était qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer la transition agroécologique? Et c'est vraiment la façon dont on a regardé le sujet. Et tous les autres sujets de souveraineté alimentaire, d'installation, de renouvellement de génération, c'est des sujets qui nous intéressaient, mais qui étaient un peu connexes. Mais vraiment, le sujet, c'était comment on accélérait cette transition. Et en regardant ce sujet-là, en regardant ce qui se passait en France, on s'est dit, en effet, il y a un sujet de renouvellement des générations. On a essayé de réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour accompagner des gens qui voulaient changer, mais on se rend compte qu'il y a plein de freins au changement qui font que c'est difficile. Et donc on a discuté avec plein d'agriculteurs qui étaient déjà installés, des gens qui voulaient s'installer. On a échangé avec des acteurs de l'écosystème, que ce soit des chambres d'agriculture, des associations paysannes, des SAFER. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était en effet compliqué de changer de pratique une fois qu'on était en place, que quand on s'installait, c'était souvent le moment où on pouvait impulser des changements et que c'était le moment où c'était peut-être le plus facile de directement mettre des choses en place pour aller vers des pratiques plus vertueuses. Et donc on s'est dit, voilà, il y a un truc à faire là. Il y a un créneau, il faut se mettre dedans pour essayer de faire en sorte que les gens qui vont s'installer s'installent sur des pratiques qui sont plus vertueuses pour l'environnement que les gens qui partent à la retraite. Et donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à cette installation, c'est pour ça qu'on a créé une foncière qui permet à des jeunes de s'installer et qui leur permet de s'installer sur des pratiques plus vertueuses pour l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, Fève, donc le cœur d'activité, c'est de mettre à disposition des terrains pour des jeunes agriculteurs qui se lancent, en contrepartie de quoi ces jeunes agriculteurs signent, c'est ça, une charte d'agroécologie, et s'engagent donc à avoir des pratiques qui sont respectueuses de l'environnement, avec cette volonté d'avoir de l'impact. Exactement. C'est ça? Ouais, c'est ça.
Ah, tu peux nous définir un petit peu ce que, je sais pas, peut-être le terme agroécologie, j'ai l'impression que ça fait partie des termes, tu sais, où on a l'impression que c'est bien, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ouais. Tu vois, on dit, ah, ça sonne bien. D'un point de vue marketing, c'est cool, Ouais. mais concrètement, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples entre, bah tiens, ça c'est une pratique qu'il n'y a pas dans l'agroécologie, ça c'est une pratique qu'il y a dans l'agroécologie, pour qu'on puisse comparer aussi? Bah alors en fait, déjà, l'agroécologie, je pense que tu parles à 10 personnes différentes, elles vont te donner 10 définitions différentes de l'agroécologie. Je suis d'accord, l'écologie aussi. Pareil, sur l'écologie, ouais, c'est pareil pour tout ça. Et surtout qu'il n'y a pas de label, en fait, dans l'agriculture sur l'agroécologie. L'agroécologie, globalement, c'est essayer de produire de l'alimentation en ayant le moins d'impact sur l'environnement, en utilisant le moins de ressources non renouvelables possible, le tout en essayant de réfléchir d'un point de vue écosystémique, en essayant de créer des liens entre différentes cultures, en essayant de réfléchir à l'enchaînement des cultures, aux synergies qu'il peut y avoir entre des cultures végétales et de l'élevage, par exemple. Et donc, l'idée étant d'essayer de reboucler les cycles, que ce soit les cycles du carbone, de l'azote, de l'eau. Et donc, tout ça, c'est un peu, on va dire, c'est un peu théorique. Mais si je peux donner peut-être un exemple, dans les projets qu'on a financés, il y a un exemple auquel je pense, c'est une personne qui s'est installée, il fait de la production de noisettes en Mayenne. Donc il a récupéré un verger qui existait déjà, qui est d'une vingtaine d'hectares de noisettes. Il y a quelques prairies autour. Et donc lui, ce qu'il essaye de faire, donc il a passé son verger en agriculture biologique, c'est-à-dire qu'il ne peut plus traiter avec des produits pour tuer certains ravageurs ou certaines maladies. Et donc une façon de contrecarrer tout ça, c'est d'utiliser par exemple certains animaux. Donc il a comment ça s'appelle, des poulaillers mobiles avec des poules qui vont passer dans les vergers, qui vont manger certaines chenilles qui s'attaquent aux noisettes. Il a aussi des bovins, donc il a quelques bœufs qui passent dans les rangées de noisetiers, qui vont s'occuper de brouter l'herbe qu'il y a entre les noisetiers. Donc ça permet d'éviter de faire passer des machines pour retourner la terre entre les noisetiers. Les bœufs vont aussi manger les drageons qui, en fait, sur un noisetier, tu as des repousses chaque année parce que c'est un arbuste. Okay. Et donc les drageons, c'est les repousses qui partent du bas. Et donc les bœufs vont venir manger ces drageons, ce qui permet d'éviter d'avoir à retailler tous les ans. Et donc ce qui permet d'éviter des actions humaines. Et en fait, et en même temps, donc, ça va nourrir des animaux qu'on va derrière pouvoir valoriser d'une manière ou d'une autre. Et donc, tu crées en fait un écosystème qui fait que tu vas avoir plusieurs productions différentes et tu vas éviter d'utiliser du fuel pour tes machines. Tu vas éviter d'utiliser des produits phytosanitaires pour traiter les arbres. Et donc ça, c'est vraiment l'agroécologie telle qu'on l'entend. Une fois qu'on a dit ça, c'est un exemple. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de définir une charte pour vraiment préciser ce qu'on entend par agroécologie. Et on a décidé de s'appuyer quand même sur un label qui est le label de l'agriculture biologique, qu'on considère être un minimum en tout cas pour les personnes qui cherchent à s'installer. Parce que ce label de l'agriculture biologique, si je simplifie au maximum, c'est produire sans intrants de synthèse. Que ce soit des engrais ou des produits qu'on utilise pour protéger, donc des pesticides principalement. Et donc, ce label biologique, il est quand même intéressant par rapport à tout ça. Et en revanche, dans la charte, on a mis des éléments qui vont un petit peu plus loin, justement pour tous ces sujets de rebouclage des cycles, de réflexion un peu plus écosystémique. Et donc, dans la charte, on a des critères sur la diversification des productions. Parce qu'on est convaincu justement que cette diversification des productions, c'est le début d'une production plus vertueuse, parce que ça va permettre une meilleure résilience vis-à-vis des maladies, des ravageurs, etc., mais aussi une meilleure résilience économique.
Ensuite, on a des éléments sur les infrastructures écologiques. Donc quand je parle d'infrastructures écologiques, c'est les haies, les bois, les points d'eau qu'on peut avoir sur une ferme, où on demande que ces infrastructures soient conservées, voire qu'on en crée s'il n'y en a pas assez. Et le dernier élément, c'est des éléments sur les sols, sur le fait d'essayer de conserver les sols toujours couverts, de ne pas laisser les sols à nu, parce que laisser les sols à nu, ce qui est possible en agriculture biologique, mais c'est de laisser les sols à nu, c'est pas très bon, parce que ça va tuer justement toute la vie qu'on a sur les 10-20 premiers centimètres de sol, et qui est très importante pour la fertilité. Donc là, pareil, hein, tout ce que tu dis, ça me fait penser à plein de choses. L'idée, c'est de recréer, c'est ça, un écosystème où la nature fonctionne par elle-même. Au final, l'homme pourrait partir et puis ça changerait pas grand-chose. Ouais. Bon, il faut chapeauter un peu tout ça. C'est ça, c'est un peu utopique, faut pas aller jusque-là, mais... J'imagine bien. On t'a déjà mis des retours comme non mais là vous me demandez de revenir à l'âge de pierre, non mais là ça va pas être efficace, là, je vais avoir des problèmes de rendement, comment ça, pas d'engrais, etc. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces objections qu'on peut t'amener avec la pensée qu'on pourrait avoir aujourd'hui sur l'agriculture, ça va être comme ci, comme ça? Ouais, oui, c'est des objections qu'on a régulièrement. Maintenant, il y a pas mal de... En fait, il y a beaucoup d'exemples qui montrent qu'on s'en sort très bien de cette manière-là. Des exemples qui montrent que même si les rendements, on va dire, culture par culture, sont peut-être plus faibles, lorsqu'on arrive à faire des associations de cultures, lorsqu'on fait ces enchaînements-là, on a des exemples, et de plus en plus, qui montrent qu'on arrive à s'en sortir mieux d'un point de vue marge nette, parce que souvent les gens pensent rendement égale donc chiffre d'affaires plus élevé, mais ce qu'on n'a pas vu en face, c'est qu'on a plein de charges, parce que ces intrants qu'on achète, ces intrants chimiques, ils ont un coût. Et donc ce qu'il faut regarder, c'est plutôt la marge. Et en fait, quand on regarde la marge réalisée par ces agriculteurs qui suivent ces pratiques est souvent meilleure que d'autres personnes qui utilisent d'autres pratiques. Ça, c'est le premier sujet. Ouais. Après, on pourrait se dire, ok, c'est bien, d'un point de vue micro, ils ont une marge qui est meilleure, mais d'un point de vue macro, on produit moins. On pourrait aussi nous dire ça. Et il y a pas mal de gens qui disent, d'un point de vue macro, la France produit des céréales pour la France, mais pour l'étranger aussi, on en a besoin. Si on produit moins, on va avoir des problèmes. Il y a pas mal de prospectives qui ont été faites par différentes associations en particulier. Et alors, je ne sais pas si tu peux mettre des liens derrière à côté de la visio, mais il y a un truc qui s'appelle les greniers d'abondance, qui a fait pas mal d'études de prospectives. Et il y en a un autre, c'est une association qui est une association toulousaine d'ailleurs, qui s'appelle Solagro, qui a fait un scénario qui s'appelle After 2050. Et l'idée de ces scénarios, c'est d'essayer de voir, en faisant cette transition agroécologique, est-ce qu'à horizon 20, 25, 30 ans, on peut réussir à produire correctement, tout en ayant fait cette transition, et sans avoir une grosse perte de rendement, et surtout une perte de nourriture pour la population. Et en fait, ces prospectives montrent que c'est tout à fait possible, mais, et il y a quand même un mais, avec un changement en parallèle de notre alimentation pour aller vers une alimentation un peu moins carnée. Parce qu'aujourd'hui, une grosse partie des cultures sont utilisées pour produire de l'alimentation carnée ou des dérivés d'alimentation carnée, parce que je connais plus le chiffre exactement, mais je crois qu'on est autour de entre 70 et 75% des terres agricoles sont utilisées in fine pour l'alimentation du bétail. Ce qui est énorme. Et donc, ce qui est même ridicule au final quand on se dit... Enfin ridicule dans le sens pas assez petit, mais dans le sens où on marche sur la tête parce qu'on a des problématiques de souveraineté alimentaire. Ouais. Et l'espace qu'on a aujourd'hui, on l'utilise pour nourrir des animaux, alors qu'en fait on pourrait plus facilement se nourrir en utilisant ces espaces-là. Exactement. En mangeant de manière moins carnée. Ouais. Et donc c'est pour ça que en tout cas ces analyses prospectives, elles disent que si on diminue
de 50% de notre alimentation animale, ce qui ne me paraît pas non plus complètement délirant, on arrive à produire autant, voire plus. On pourrait même potentiellement libérer certaines terres pour faire un peu de réensauvagement et donc permettre de recréer certaines forêts, éventuellement certaines... et donc on arriverait à produire autant d'alimentation, en tout cas d'un point de vue protéique, on arriverait à produire autant de protéines, mais avec un peu plus d'alimentation végétale. Pourquoi ça se fait pas alors, ce que tu es en train de dire? Parce que là, tout ce que tu dis, c'est du bon sens, du réensauvagement. J'ai l'impression qu'on est dans les mythes et légendes, parce que on est plutôt aujourd'hui sur une augmentation de l'artificialisation des sols, etc. Pourquoi il n'y a pas quelque chose aujourd'hui qui... Pardon. Pourquoi il n'y a pas quelque chose aujourd'hui qui pousse justement à aller dans ce sens-là? Parce qu'apparemment c'est faisable et ça peut fonctionner. Ouais. En fait, il y a plein de freins. Déjà, le premier frein, c'est le fait que les agriculteurs qui sont en place, ils ont un système qui fonctionne tel qu'il est aujourd'hui, avec des investissements qui ont été faits. Et si on arrête du jour au lendemain, ça veut dire faire une croix sur ces investissements. Je donnais l'exemple tout à l'heure de la Bretagne, avec des bâtiments qui ont été créés pour produire du porc, par exemple. Donc on a des gros bâtiments avec, où les porcs ne voient pas l'air, hein. Ils sont tous nourris et, à l'intérieur, et donc on leur apporte des aliments, etc. Mais ces bâtiments, ils ont un prix, ils ont un coût, ils ont été financés, et donc c'est difficile pour, si on regarde un agriculteur donné, de lui faire complètement arrêter ce qu'il fait, parce que ça veut dire qu'il fait une croix sur tous ces investissements qu'il a réalisés, et donc une grosse perte financière. Donc, ça aujourd'hui, tu le ressens quand tu parles avec des agriculteurs? Ouais. Ou t'en as qui vont te dire, là ce que je fais, j'ai du mal. Alors ce que tu décris en plus, c'est quand même quelque chose aujourd'hui de plutôt honteux d'avoir ces animaux enfermés et accumulés. Mais tu sens que les mecs, ils aimeraient changer, mais ils restent là parce que s'ils changent, ils ne mangent pas à la fin du mois, quoi. Ouais, ils n'ont pas le choix. Et ça, c'est un exemple, mais des exemples, on en a plein. Des exemples de personnes aussi qui ont acheté des grosses machines pour des grandes cultures. Parce qu'ils ont essayé d'optimiser, et donc tu as des grosses machines qui permettent de faire des choses sur des très grandes parcelles, par exemple sur des parcelles de betteraves ou de pommes de terre dans le nord de la France ou dans la Beauce. Et ces personnes-là, si elles se sont endettées sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années pour acheter ces machines. Et donc changer de pratique voudrait dire mettre cette machine potentiellement à la poubelle. Et donc ça, c'est pas possible. Enfin, ou en tout cas, financièrement, c'est pas possible, sauf si quelqu'un leur subventionne ou rembourse la pomme qu'ils vont réaliser. Quelqu'un ou une institution plutôt. Ouais, bien sûr. Ou un pays. Oui, c'est ça, ou voilà. un pays. Oui, mais ça, il faut qu'il y ait une vraie volonté derrière. Et aujourd'hui, même s'il y a plein d'exemples qui fonctionnent, qui marchent, etc., il n'y a pas encore un consensus total au niveau des représentants des agriculteurs et au niveau de l'État du fait qu'il faut vraiment qu'on aille vers ces changements de pratiques, que c'est possible. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont freinés par les modèles dans lesquels ils sont. Ce que tu proposes toi aujourd'hui avec FEV, vous êtes quand même précurseur sur justement cet accompagnement-là. Vous avez déjà échangé avec des groupes politiques ou avec peut-être le ministre de l'Agriculture qu'est-ce que ça a donné? Ouais, on a des échanges de temps en temps avec certains groupes syndicalistes. Il n'y en a pas beaucoup dans l'agriculture, il y en a trois. Hein. Il y a la FNSEA qui est très largement majoritaire. Et ensuite, il y a la coordination rurale et la confédération paysanne, qui ont chacune des pensées un peu différentes. C'est vrai que la confédération paysanne essaye de pousser vers ce genre vers des fermes à taille humaine, des fermes qui vont plus vers des pratiques en agroécologie. Comment ils font pour essayer de pousser? C'est quoi l'intérêt pour toi de communiquer avec ces syndicats aujourd'hui? Ces syndicats essayent de pousser dans le cadre des lois qui sont votées au Parlement, okay. Et en particulier la loi dont je parlais tout à l'heure,
Après, une des difficultés, c'est qu'aujourd'hui, le syndicat majoritaire et quand même ultra majoritaire, c'est la FNSEA, avec les jeunes agriculteurs, les JA. Et c'est plutôt aujourd'hui ces gens-là que le gouvernement aujourd'hui, mais les gouvernements dans le passé aussi, ont écouté. Et c'est vrai que c'est pas des syndicats qui partagent cette vision. Ils ont plutôt la vision d'essayer de continuer à produire tel que c'est aujourd'hui. Comment ils justifient ça du coup? Ils ont une croyance peut-être sur il va se passer quelque chose, et puis en fait, même si aujourd'hui on fonce droit dans le mur, on sait qu'à un moment donné ça va être différent. Ils ont accès à des informations qu'on n'a pas et qui leur permettent de se dire on peut continuer de produire comme ça, parce que la donnée qu'on a aujourd'hui, et que ce soit le rapport du GIEC ou même des choses plus en local, tout pousse à dire que là, les modèles qui ont été pratiqués ces 20, 30, 40, 50 dernières années, si on ne les change pas, on va accélérer et se prendre le mur plus rapidement. Ouais. Je pense qu'il y a une difficulté, je pense, enfin ça c'est vraiment une conviction personnelle, mais je sais pas si... Je pense qu'il y a une difficulté... On est là pour aller chercher ces convictions personnelles. Non, mais je pense qu'il y a une difficulté pour des gens qui ont produit d'une certaine manière pendant 30 ans, à se dire, on a fait n'importe quoi. Ou on n'a pas fait de la bonne façon, ou on ne fait pas de la bonne façon. Et donc c'est super difficile, surtout que s'ils ont fait comme ça, c'est qu'on les a poussés à faire comme ça post-Seconde Guerre mondiale, avec un objectif d'essayer de nourrir la population, et donc avec des choix qui ont été faits à ce moment-là, qui étaient certainement les bons choix à ce moment-là. Et donc il y a une difficulté de se remettre en question, et il y a beaucoup de freins au changement qui sont des freins plutôt financiers et économiques dont j'ai parlé, mais il y a aussi des freins qui sont plus psychologiques, qui sont... que c'est difficile de se dire je devrais faire différemment aujourd'hui, et donc je vais faire différemment. Et on le retrouve ça, ce frein, je crois, dans à peu près tous les secteurs où tu dois être capable de dire ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était pas forcément le mieux, mais je pense qu'une partie de la solution, c'est d'arriver à se dire mais j'étais pas au courant, quoi. Je veux dire, moi je l'ai fait, comme tu le dis, influencer, pousser, demander, plébisciter. Aujourd'hui, le contexte a changé, et il faut être capable justement de passer à autre chose sans se dire tout ce que j'ai fait toute ma vie, c'est réduit à néant. Ouais. Et c'est peut-être là aussi où il y a plus qu'un accompagnement financier, il y a peut-être des accompagnements psychologiques, peut-être des choses comme ça à pousser. Tu l'as, toi, des fois, avec les agriculteurs que tu rencontres, ce côté où on va échanger aussi sur peut-être des gens qui ont ils sont en dissonance cognitive, comme on dit, voilà, ils ont envie de faire des choses, mais ils n'y arrivent pas. Est-ce que tu es capable de les accompagner, tu les aides? En fait, nous, avec ce qu'on fait aujourd'hui, on a évité le problème. C'est-à-dire qu'en fait, on va permettre des installations de gens qui sont déjà convaincus. Et donc, c'est plutôt des gens qui ont envie et qui ont les moyens de le faire parce qu'ils vont s'installer, ils ne sont pas englués dans un système ancien. Donc on a un peu évité le problème avec ce qu'on fait avec notre foncière. Alors ce qui est marrant, c'est que là on va s'y confronter un petit peu plus parce que je vais parler un peu de notre activité courante là, c'est qu'on vient de gagner un appel à projet qui a été lancé par le ministère de la Transition énergétique pour essayer d'accompagner des changements de pratiques chez les agriculteurs qui sont en place. Dans le cadre du C2E, les certificats d'économie d'énergie. Parce que régulièrement, alors le certificat d'économie d'énergie, on entend beaucoup parler dans le bâtiment, en particulier, il y a des trucs dont on parlait, c'est la pompe à chaleur à 1 €, parce qu'elle est financée par les C2E. Et régulièrement, l'État lance des appels à projets pour essayer de déployer ce système des C2E dans d'autres secteurs d'activité. Et donc là, il y a eu une ouverture sur l'agriculture l'année dernière. On a répondu à cet appel à projet. J'avoue que je n'étais pas ultra confiant, mais au final, et surtout qu'on y a répondu avec un truc un petit peu différent de ce qui se passe sur les C2E jusqu'à présent, parce que les C2E jusqu'à présent fonctionnent avec, en gros, vont financer des équipements ou du matériel qui permet d'avoir une réduction directe d'énergie. Typiquement la pompe à chaleur versus du fuel ou du bois.
Et là, ce qu'on a réussi à vendre, c'est de dire, bah, regardez, nous, notre programme, c'est d'essayer d'accompagner les agriculteurs vers la diminution d'usage de produits d'engrais azotés, parce que c'est la principale utilisation d'énergie, pas directe, parce qu'elle est indirecte, c'est qu'ils ont acheté des produits azotés qui ont nécessité de l'énergie pour être produits. Et ça, quand on regarde d'un point de vue global, c'est ce qui permet la baisse d'énergie la plus importante. Et donc, on a réussi à gagner cet appel à projet. Et donc là, on a 3 ans pour essayer de faire cette expérimentation auprès de milliers d'agriculteurs, pour essayer de montrer qu'avec 1 euro qui nous est donné par les certificats d'économie d'énergie, on arrive à faire tant de mégawattheures d'économie d'énergie. Et donc, on va pouvoir mettre ça en place. Et donc ça, on va le mettre en place pas auprès des agriculteurs qu'on installe nous, mais auprès de milliers d'agriculteurs sur le territoire, à différents endroits du territoire. On va le tester sur 5 régions. Et donc là, on va se confronter beaucoup plus à cette problématique de changement. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver les bons outils pour essayer de les accompagner vers cette réduction d'intrants chimiques. Et un des trucs, quand on a commencé à préparer ce programme, un des trucs que moi j'ai appris, c'est que disons que sur 1 hectare de grande culture, on vous dit que vous avez besoin de tant d'unités d'azote. L'unité d'azote, ça va être tant de litres globalement de l'engrais azoté qui permet de fertiliser le champ. A priori, dans 9 cas sur 10, les gens en mettent 20% en plus. Parce qu'il y a toujours une crainte qu'il n'est pas assez, etc. Et donc, tous les agriculteurs vont prendre un petit peu de marge pour en mettre un petit peu plus, pour être sûr que ça pousse comme il faut. Et déjà, rien que ça, en fait, ça fait partie des premiers trucs qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer d'apporter des mécanismes pour dire, bah écoute, plutôt que de mettre 120% du produit, tu mets 100%. Et si par hasard, tu as une perte de rendement, bah, le système qu'on va mettre en place te fait que on t'assure de la perte de rendement. Et donc ça fait partie des choses qu'on va essayer de mettre en place pour aller vers la diminution petit à petit de ces intrants-là qui ont un impact énorme en fait. Donc là, on sort du cadre de FEV. C'est un projet, donc un programme que tu vas développer avec FEV. Ouais. Mais est-ce qu'on est toujours dans le côté foncière solidaire? Non, c'est vrai que c'est un petit peu à côté. C'est un truc. En fait, on a vu cette ouverture. Ça va toujours dans la même idée d'accélérer cette transition agroécologique. Et on a eu cette opportunité de voir ce truc-là. On s'est dit, tiens, il y a un moyen d'action différent de celui qu'on a aujourd'hui. Et donc, on a décidé de se lancer dans ce truc-là. Donc, en fait, on est en train de créer une autre structure juridique pour lancer ce projet-là. Okay. Mais c'est un projet qui est super chouette et dans lequel on essaye d'embarquer justement des collectifs d'agriculteurs. On travaille avec d'autres structures qui vont permettre d'engager des centaines et des milliers d'agriculteurs pour aller vers ces pratiques un peu plus vertueuses. Et donc on utilise cet outil des certificats d'économie d'énergie auquel on n'avait pas pensé au départ. Hein. C'est juste qu'on a vu cet appel à projet, on s'est dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et voilà. Tu le vois où ça d'ailleurs? Tu dis on a vu cet appel à projet. C'est quelqu'un qui nous en a parlé. En fait, l'histoire qui est assez marrante, c'est que je vais te raconter un peu ma vie, mais on a un gars qui avait monté une entreprise un peu en lien avec l'agriculture, entreprise qui s'est plantée. Et on nous avait dit beaucoup de bien de lui. Il est venu nous voir en disant tiens, j'adore ce que vous faites chez FEV, j'ai envie de travailler avec vous. Et nous, on lui a dit ouais, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et puis il est revenu 3 semaines après, il nous a dit j'ai vu ce truc-là, je suis sûr qu'on pourrait faire quelque chose d'intéressant. Si ça vous dit, je bosse quelques jours cet été sur le sujet. Et on répond. Et si ça marche, c'est moi qui porte le projet. Bon, on a discuté un petit peu, on a dit banco. Ça semble quand même pas mal comme ça, de présenter comme ça. Ouais, après voilà, on s'est dit ok, on l'a payé les quelques jours qu'il a bossé pour répondre à l'appel à projet. Et puis ça a marché, donc là on est en train de commencer à le mettre en place. Super. Avec lui. On va reparler un petit peu de FEV. Ouais. Comment aujourd'hui tu finances un projet comme FEV?
Comment aujourd'hui, donc la foncière, on a décidé de la faire financer par de l'épargne citoyenne et institutionnelle, mais aujourd'hui principalement citoyenne. On a commencé par ça parce qu'on... C'est quoi la différence entre les deux pour ceux qui ne maîtrisent pas? Ouais, alors en fait, quand je parle d'épargne citoyenne, c'est on lève de l'argent auprès de particuliers qui peuvent investir des sommes entre 500 € et quelques dizaines de milliers d'euros pour certains. Aujourd'hui, avec 500 €, je peux dire je soutiens l'agroécologie de la fève. C'est ça. Okay. Et donc on a cette foncière qui lève de l'argent auprès de ces particuliers. Et donc les gens investissent entre 500 et quelques dizaines de milliers d'euros, avec 3 objectifs que chacun met un peu ou en tout cas classe selon selon ce qu'il pense ou selon ses objectifs. C'est faire quelque chose avec une forte utilité sociale et environnementale de son épargne. 2, le faire en prenant un risque qui est relativement limité, parce que c'est un investissement dans du foncier agricole qui historiquement est assez peu volatile, qui progresse quand on regarde les courbes assez régulièrement dans le temps. 3, il y a un côté un peu financier qui provient d'une réduction d'impôt qui est de 25% des sommes investies et qui provient du fait que la foncière elle a un agrément de l'économie sociale et solidaire. Okay. Et donc les gens en tout cas, dès le début on s'était dit que c'était intéressant d'aller chercher cette épargne citoyenne parce que en fait, il y a de plus en plus de gens qui cherchent à donner de cette utilité sociale, environnementale à leur épargne, qui ne savent pas trop comment le faire. Il y a pas beaucoup de projets dans lesquels on peut avoir un impact direct. Il y a beaucoup de choses dans le crowdfunding, par exemple, où on peut faire des choses avec un impact direct, mais pas avec le même risque, parce que quand on investit en crowdfunding, souvent on investit soit en obligations, soit en actions dans des structures qui vont proposer des rendements qui sont potentiellement intéressants, mais avec un risque qui est quand même assez fort. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un risque qui est plus mesuré, avec un potentiel de gain plus mesuré. Et donc, c'est assez complémentaire, je trouve, à ces sujets-là. Et puis après, je ne vais pas te l'apprendre, tu maîtrises mieux les autres sujets, mais il y a des possibilités d'investissement plus dans le côté, derrière, via... des assurances-vie, des PER ou d'autres choses, mais qui ont un impact moins direct sur des projets, et donc souvent qui est peut-être moins tangible ou moins fongible pour des gens qui cherchent ce type d'investissement. On le rappelle, le côté impact passe aussi par le fait d'avoir peu d'intermédiaires. Ouais. Et donc l'intérêt qu'on peut avoir lorsque on parle nous de côté, de non côté, on sait un peu ce que c'est. Côté, c'est quand vous avez des actions qui sont cotées en bourse, et donc on a la valorisation de l'action au quotidien. Le non côté, on va investir des fois dans 1, 2, 3 entreprises en direct, souvent des petites entreprises, souvent des entreprises locales, souvent sur des secteurs qu'on a choisis. Et là, évidemment, on a plus d'impact parce qu'on a plus de visibilité sur comment est employé notre argent. Si je verse une partie de mon épargne au sein de Fève, je sais que mon argent va être utilisé pour aider l'installation de jeunes ou de nouveaux, d'agriculteurs qui auront fait le changement et respectueux de l'agroécologie. Ouais, c'est important de le rappeler que cette désintermédiation est nécessaire en tout cas pour avoir cet impact-là. Très clair. Donc, vous aujourd'hui, votre modèle économique, il est basé quand même sur on va amener de l'utilité sociale par rapport à l'investissement. On a la réduction d'impôts, ce qui doit aussi, je pense, amener du monde. Les terrains, vous les louez, c'est ça? Les agriculteurs ont la possibilité un jour d'acheter, Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui est calculé là-dessus, qui permet d'avoir un peu plus de sécurité? Parce qu'entre le moment où je me lance et puis quand 3 ans et demi, c'est ça après, je commence à avoir quelques terrains, est-ce que ça te permet aussi d'être un peu plus serein sur le futur financier? Alors oui, alors les terres et les bâtiments, parce qu'on achète majoritairement des terres, mais il peut y avoir quelques bâtiments quand on achète des fermes, soit des bâtiments d'exploitation, parfois même une maison. Et donc la foncière, elle achète ça, elle le loue sous forme de bail rural long terme à des agriculteurs qui cherchent à s'installer. Et ces agriculteurs peuvent rester locataires s'ils le souhaitent jusqu'à la fin de leur bail, qui dure 25 ans, donc ils ont
ils ont tout le temps. Et puis même, l'objectif, c'est pas de les sortir au bout de 25 ans, hein, c'est qu'ils puissent continuer, s'ils le souhaitent. Mais ils ont une option d'achat qui leur permet d'acheter tous les ans, s'ils le souhaitent, la ferme, avec un prix qui est légèrement décoté. C'est-à-dire que si on achète à 100 la ferme et qu'elle vaut 120 dans 8 ans, ils ont une option d'achat à 110, avec une sorte de partage de la valeur entre les investisseurs et l'agriculteur. Ça, c'est des choses qui se font aujourd'hui, ou tu es quand même majoritairement sur la location des baux plus longs? Ouais, non, ça se fait pas beaucoup. C'est vrai que ce système de location avec option d'achat, ça existe assez peu. En fait, historiquement, dans le monde agricole, il y a soit les gens achètent, et donc l'agriculteur achète et emprunte auprès de la banque, et donc devient propriétaire dès le début. Soit ce qu'on voit, c'est qu'il reste locataire une grande partie du temps, jusqu'à ce qu'il ait une opportunité d'acheter éventuellement, mais sans avoir la sécurité de pouvoir acheter à terme. Honnêtement, aujourd'hui, je me lance, ouais. Je peux acheter du terrain? C'est pas juste un prix tellement énorme. Si, c'est compliqué, mais c'est pour ça que nous, on a développé ça, c'est que c'est compliqué. Il y en a qui vont réussir parce qu'ils ont un apport conséquent, soit de leur famille, soit de leur première vie, si c'est une reconversion, mais la majorité des gens n'ont pas cette possibilité. Et ça, c'est un gros changement de paradigme, parce que il y a 30 ans, c'était les enfants des agriculteurs qui devenaient agriculteurs et qui récupéraient les terres de leurs parents. Et donc pour ces gens-là, il n'y avait pas cette problématique, parce que ils récupéraient la terre de leurs parents, globalement on s'arrangeait pour que le fils ou la fille paye petit à petit ou récupère la succession en plusieurs fois, etc. etc. Là aujourd'hui, les 2/3 des gens qui cherchent à s'installer, c'est des gens qui n'ont pas des parents agriculteurs. Et donc pour ces 2/3 de personnes, c'est quand même beaucoup, il y a une difficulté d'accès au foncier et de financement du foncier. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ça, c'est qu'on répond à cette problématique qui est que ces gens n'ont pas la capacité d'acheter. Et un des problèmes, justement, c'est que potentiellement, ils ont tellement envie de s'installer qu'ils vont peut-être commencer sur un truc qui ne leur correspond pas complètement, ou alors qui est trop petit, ou alors qui est trop gros, et à côté, ils ne vont pas pouvoir financer tous les équipements, les matériels, etc. Et donc, tout leur matériel productif fait que ils ne vont pas s'en sortir. Et donc il y a plein d'installations qui plantent à cause d'un manque d'investissement dans le matériel, parce qu'ils ont trop investi dans le foncier, ou parce qu'ils ont commencé sur trop petit et donc le projet n'est pas viable tel qu'ils l'entendent parce que c'est trop petit, etc. Et donc c'est pour ça que nous, on vient essayer de sécuriser ça en essayant de financer un projet qui soit viable, et une ferme qui soit viable et qui corresponde à un projet viable dans le temps long avec la personne qui cherche à le développer. Tu trouves qu'en France, aujourd'hui, on protège bien nos terres? Je parle notamment, moi, j'ai rencontré des enfants d'agriculteurs qui étaient plutôt intéressés, je ne dis pas que tous le font, à comment je peux le vendre à un promoteur au prix le plus élevé, plus qu'à vouloir se dire, ça c'est une ressource extrêmement rare, la terre, il faut la protéger, parce qu'on va en avoir besoin. Ouais. T'en penses quoi, toi, J'en pense qu'il y a quand même, par rapport à d'autres pays, le marché est très très régulé. Donc, ce qui génère des frustrations pour certains, ce qui génère des problématiques aussi d'accès justement au foncier, parce que qui dit régulé dit des organes régulateurs, et donc potentiellement des problématiques à gérer avec ces organes régulateurs. Aujourd'hui, l'organe régulateur numéro 1, c'est les SAFER, qui ont un rôle prépondérant sur le foncier agricole et qui permet quand même, parce qu'elles peuvent être beaucoup critiquées, mais moi je trouve que c'est quand même un outil qui est assez fort et assez puissant. Pourquoi on les critiquerait On les critique. Pour quelqu'un qui ne connaît pas. Ouais, en fait les SAFER, elles sont critiquées aujourd'hui principalement parce que les SAFER, c'est un organisme à but non lucratif qui a une mission qui lui est confiée par l'État, qui est de protéger le foncier et de faire en sorte que le foncier agricole soit principalement continue à être utilisé pour faire de l'agriculture, et donc soit principalement proposé à des agriculteurs. Principalement, c'est quoi, ils ont défini un pourcentage ou, non, mais normalement, en général, il n'y a pas d'objectif, enfin pas que je sache, il n'y a pas d'objectif chiffré, mais en tout cas, normalement, une terre agricole doit rester une terre agricole, globalement.
Oui, ça semble être quand même un enjeu, comme on le disait tout à l'heure, de qui est hyper important. La question ne devrait pas se poser. Et toi, du coup, tu dois passer du temps à échanger avec les SAFER. Oui, nous, on travaille beaucoup avec les SAFER, oui. Tu as besoin de leur accord quand tu veux acheter des terrains. Ça dépend, parce que les SAFER, elles ont un rôle un peu protéiforme, c'est-à-dire que les SAFER, elles ont un droit de préemption. Quand il y a une transaction, si je vais acheter des terres à un agriculteur qui cède ses terres, je peux aller directement signer avec lui, j'achète les terres, et dans ce cas-là, je dois prévenir la SAFER qui a 2 mois pour éventuellement utiliser son droit de préemption. Et préempter, souvent la préemption se fait si justement elle se rend compte que la personne qui va acheter a pour objectif de construire un programme immobilier alors que c'est des terres agricoles, ou a pour objectif d'agrandir une ferme alors qu'il y a plein de jeunes qui veulent s'installer dans le coin, et normalement la SAFER doit essayer de prioriser l'installation de jeunes agriculteurs ou l'installation d'agriculteurs versus des agrandissements. Ça fait partie de leur objectif. Et donc aujourd'hui, les SAFER, quand on le regarde comme ça, elles ont quand même un objectif qui est assez proche du nôtre, qui est de permettre à des jeunes de s'installer. Et donc, on a des relations qui sont plutôt très bonnes parce qu'on répond à ces problématiques-là. Mais donc, dans ces cas-là, nous, on n'a jamais usé de son droit de préemption quand on a acheté en direct. Après, la SAFER, parfois, c'est elle qui s'occupe de la transaction et qui s'occupe de vendre les terres agricoles. Dans ces cas-là, y a un appel à candidature qui est lancé, et c'est la SAFER qui va décider de qui va acheter les terres ou de qui va exploiter les terres, suivant les candidatures qui sont proposées. Et le choix, il est réalisé par les élus de la SAFER. Les élus de la SAFER, c'est des représentants des syndicats localement, des représentants de l'État, des représentants des organismes qui s'intéressent à l'agriculture, donc principalement du Crédit Agricole, de Groupama, ou donc des assureurs, des banquiers. Et c'est ces gens-là qui vont décider du projet qui va pouvoir s'installer sur ces terres-là. Et donc dans ces cas-là, il y a souvent des discussions à avoir pour montrer que typiquement on n'a pas un projet de hippie sur les terres agricoles, parce que justement c'est les syndicats dont je parlais tout à l'heure qui ont quand même un poids important sur le choix de la personne qui va exploiter les terres derrière. Il y a un système qui est mis en place pour qu'il y ait quand même une régulation là-dessus et que ce ne soit pas si simple que ça de faire n'importe quoi avec les terres. Exactement. Petite question, enfin pas petite question d'ailleurs, la question. Là on a beaucoup parlé de ce qui se passe aujourd'hui. Alors je vais essayer de résumer tout ce que j'ai appris là sur l'échange. On a quand même aujourd'hui la stat dont on parlait qui est pour le coup inquiétante, en tout cas moi qui m'inquiète beaucoup, c'est de se dire que dans 10 ans, 15 ans, 50% des agriculteurs en moins, qu'on n'a pas cette souveraineté alimentaire acquise aujourd'hui, et qu'en plus à côté de ça, la majeure partie de nos terres est utilisée pour nourrir du bétail qui ne pourrait pas permettre de nourrir l'intégralité de la population française. Donc il y a quand même un truc assez étrange là dans l'organisation. On a des nouveaux installés, mais qui ne sont pas majoritaires au final sur l'agroécologie, mais qui sont en développement, et puis on a des gros groupes ou des grosses structures aujourd'hui, ou des plus petites, mais des agriculteurs déjà installés, qui n'ont pas d'intérêt au changement, en tout cas pas forcément d'intérêt économique, même s'ils voudraient le faire. Est-ce que ça résume un peu la situation Tu veux rajouter quelque chose sur cette situation actuelle? Non, ça résume assez bien. Bon. C'est avec mes mots et avec ma faible connaissance. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est demain, du coup. Qu'est-ce que ça va être, l'agriculture, par rapport à ce que toi tu peux voir aujourd'hui comme évolution? Entre il y a 4-5 ans, tu as commencé à regarder le sujet, et puis aujourd'hui, qu'est-ce que ça doit être, selon toi? Alors, qu'est-ce que ça va être? Je sais pas. Parce que moi, c'est une des craintes que j'ai, c'est que justement, on ne fasse pas les transitions qu'il faut qu'on fasse, avec beaucoup d'organes qui sont quand même des freins au changement, beaucoup de structures qui empêchent le changement. Et moi, une de mes craintes, c'est qu'on continue à faire un peu du greenwashing, parce que je parlais d'agroécologie tout à l'heure. Le nouveau mot à la mode, en fait, comme on le voit dans l'entreprise et dans beaucoup de choses, c'est l'agriculture régénérative. On l'a dans la finance aussi. Ouais, on l'a partout. Et en fait, derrière ce mot, il y a plein de choses. Mais en fait, moi, ce qui m'embête beaucoup sur l'agriculture régénérative, c'est que dans l'agriculture régénérative, il y a plein de principes qui sont intéressants et qui ressemblent à ce que je disais sur l'agroécologie tout à l'heure. C'est l'idée derrière l'agriculture régénérative, c'est d'essayer de stocker plus de carbone dans le sol, de recréer une fertilité dans les sols
Et donc il y a plein de choses hyper intéressantes là-dedans. Le problème, c'est qu'en fait, historiquement, si on regarde les gens qui ont voulu faire des choses bien d'un point de vue agroécologique, il y a eu un peu deux... On va dire qu'il y a deux façons de faire. Il y a eu deux chemins qui ont été pris. Il y a le chemin de l'agriculture biologique qui est d'essayer de produire sans intrants chimiques. Je simplifie. Hein. Et il y a le chemin de ce qu'on appelait l'agriculture de conservation des sols, ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture régénérative, mais c'est à peu près la même chose, qui est d'essayer de ne plus ou faire beaucoup moins de labour, de garder toujours les sols couverts, donc de toujours avoir une culture, même une culture intermédiaire entre deux cultures, ce qui permet de protéger, ce que je disais, les premiers centimètres de sol. Et de faire des rotations longues, c'est-à-dire de changer les cultures tous les ans. Et donc quand je dis rotation longue, c'est-à-dire que si on fait un blé à un endroit, ben on ne refait pas de blé à cet endroit avant 7, 8, 10 ans. Parce que ça baisse la pression des ravageurs. En fait, quand on fait un blé tous les ans, on va avoir à un moment donné les ravageurs, les maladies, qui vont savoir que le blé va revenir là l'an prochain. Et donc qui reste un peu en dormance et qui de plus en plus attaque. Et donc de plus en plus, tu as besoin de produits pour ce blé-là. Alors que si tu fais des rotations et que ça revient tous les 10 ans, tu as une pression qui est beaucoup plus faible de ces ravageurs ou de ces maladies. Et donc, tout ça, c'est des pratiques qui sont hyper intéressantes. Mais pour, justement, quand on met des couverts intermédiaires entre deux cultures, souvent, ce qui est fait avant la culture d'après, c'est de nettoyer la parcelle. Nettoyer la parcelle, ça veut dire mettre un herbicide qui va empêcher toutes les herbes de pousser. Et comme ça, tu vas pouvoir implanter et semer ta nouvelle culture. Et tout va bien se passer. En conservation des sols, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Il y a plein de vertus, mais à la fin, tu utilises un herbicide dans la plupart des cas. Et donc, le Graal, en fait, c'est que ces deux chemins, ils se rejoignent. Et donc, nous, ce qu'on essaye de pousser, c'est justement à ça. C'est ce qu'on pourrait appeler de l'agriculture biorégénératrice. Et c'est ce que certains essayent de faire. Il y a des exemples, mais pas beaucoup, qui montrent que c'est possible. Parce que c'est techniquement hyper compliqué. En fait, d'arriver vraiment à aller vers moins de labour et de continuer à produire sans intrants chimiques, sans herbicides, etc., c'est pas facile. Ça demande beaucoup de réflexion, ça demande parfois de se rater, ça demande potentiellement de recréer du lien entre l'animal et le végétal, parce que un bon moyen potentiellement d'aller nettoyer, comme je disais tout à l'heure, une parcelle, c'est de faire passer des animaux dessus. Mais c'est compliqué, c'est délicat parce que on veut atteindre le même niveau de rendement. Oui, c'est une des difficultés. Oui, c'est un si on part du principe qu'on peut baisser le rendement, parce qu'on imagine qu'on va faire moins de carnets et donc on est moins obligé de faire cette pression-là de rendement, est-ce que ça ne devient pas un peu plus simple? Ouais, bien sûr, il y a toujours un sujet économique derrière. Un sujet économique qui est en train de prendre... qui est en train de devenir dominant sur un sujet de souveraineté alimentaire, d'alimentation et donc de survie, quelque part. Oui, mais c'est toujours compliqué en fait d'essayer de trouver les bonnes façons de faire. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, cette agriculture biorégénératrice, elle est possible, elle est difficile. Peut-être qu'on va avoir des pertes de rendement à certains moments, et peut-être qu'il faut justement, ça fait partie peut-être du rôle de l'État ou autre, d'accompagner ces pertes de rendement qui vont peut-être être temporaire. De normaliser ces pertes de rendement. Ou de normaliser ces pertes de rendement en disant que j'ai moins de rendement, mais j'ai moins de charges. Oui, non, mais peut-être qu'on peut dire aussi que la situation qu'il y a aujourd'hui, elle n'est pas tenable, elle n'est pas souhaitable. Oui. Et donc il faut arrêter de comparer par rapport au rendement d'aujourd'hui. Oui, après ce qui est difficile, c'est qu'il ne faut pas que ce soit juste les agriculteurs qui aient juste une baisse de revenus qui aujourd'hui, alors qu'ils ont des revenus qui sont quand même déjà pas très élevés. Donc à un moment donné, il faut... Voilà. C'est pas un sujet hyper simple, hein. J'ai pas une baguette magique. Ce que je vois aujourd'hui, moi, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à s'en sortir financièrement en mettant en place ces pratiques. Et donc, moi, ma crainte, c'est quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de pousser sur cette agriculture régénérative, mais en continuant à arroser de pesticides à gauche, à droite, ce qui, d'un point de vue carbone, et comme tout le monde s'intéresse au carbone, n'a pas trop d'impact. Mais d'un point de vue biodiversité, qui est à mon sens un problème au moins aussi grave que le carbone, si ce n'est plus grave, et je parle de biodiversité et d'eau, parce qu'en fait ces produits vont aussi impacter l'eau qu'on boit tous les jours, et aujourd'hui ça coûte des milliards d'euros de traiter l'eau
qu'on a dans les nappes phréatiques qui commencent à être polluées par tous ces produits chimiques. Donc en fait, si on regarde d'un point de vue global, ça a un intérêt d'essayer de réduire ces pratiques-là, mais il y a assez peu de gens, tout le monde regarde un peu avec sa fenêtre et ses lunettes. Et c'est ça aussi le problème, c'est qu'il faut essayer de décloisonner tout ça. Mais bon, cette agriculture régénérative, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui essaient de la pousser. Et y compris les structures qui produisent tous ces intrants. Aujourd'hui, ceux qui parlent le plus d'agriculture régénérative, c'est Bayer, c'est Monsanto, etc. Enfin, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'ils en ont marre d'être traînés devant les tribunaux et de payer des amendes sur des amendes ou c'est tu penses qu'il y a une vraie volonté d'être bienveillant ou c'est une opportunité commerciale parce que en fait, cette agriculture régénérative telle qu'elle est mise en place par beaucoup de gens, en fait, c'est pas vraiment régénératif. Ou alors c'est régénératif parce qu'on va avoir des pratiques qui sont positives pour le carbone, mais on va oublier tous les autres impacts. Et donc ça leur permet de continuer à vendre des herbicides, à vendre des trucs et à continuer le business as usual finalement. Même si c'est mieux que l'agriculture telle qu'on l'avait dans le passé. Mais en fait, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'essayer de viser l'agriculture biorégénératrice. Et ça, moi, c'est ce que je veux pour le futur. Il y a des moments où je me dis, on est en train d'y aller, il y a pas mal d'initiatives à gauche, à droite, je vois beaucoup de choses, mais c'est pas encore complètement rentré dans les mœurs. Et d'ailleurs, l'agriculture bio et toute l'alimentation bio a beaucoup souffert ces dernières années, d'une baisse de la demande aussi, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui se sont détournés de cette alimentation bio du fait de problèmes de pouvoir d'achat, mais aussi et surtout, à mon avis, d'une désinformation sur des labels qui sont... on voit des petits oiseaux sur des labels, typiquement le label haute valeur environnementale, qui est un label derrière lequel il n'y a rien du tout. Mais les gens ne le savent pas, ils voient un truc HVE, haute valeur environnementale, sur des bouteilles de vin ou sur des... Ça déculpabilise. Certainement, mais voilà, en fait, on reste consommateur, on se dit bon c'est bon, je consomme bien, j'y vais, mais on se pose pas la question justement de comprendre ce qu'il y a derrière et on oublie le rôle du citoyen qui doit prendre conscience, quoi. Mais c'est compliqué parce qu'en fait il y a aussi des pubs en ce moment. J'ai vu des pubs dans le métro à Paris sur des tomates sans résidus de pesticides. Mais ça, enfin, en fait, les pesticides, c'est tellement compliqué de mesurer ce qui reste. Et en fait, c'est plein de micro-nanoparticules qu'on va ingérer au fur et à mesure. Et donc, si ça a été produit avec des pesticides, à un moment donné, il y a certainement des choses qui vont rester. Et d'ailleurs, puis même quand tu parles de cette pub, j'ai l'impression de dire, moi j'aurais envie de dire, bah heureusement qu'il n'y a pas de pesticides. N'en faites pas un argument commercial. Vous êtes en train de dire qu'on ne va pas bouffer du poison, et donc c'est un argument commercial. Mais en fait, ça fait peur parce qu'on est en train de se dire, bah, ça veut dire que les autres, il y en a. Et ce que tu dis, c'est que les gens vont quand même continuer de consommer, vont quand même continuer d'acheter parce qu'ils vont moins vers le bio, pour des raisons de pouvoir d'achat, je pense, pour des raisons aussi de compréhension de ce que ça implique. Pouvoir d'achat, ok, mais après, quand tu es malade toute ta vie ou quand tu as des problèmes de santé, ça coûte aussi très cher. Bah ouais, mais en fait, les gens font pas forcément le lien. Et puis, c'est un peu comme... c'est un peu les marchands de doute, historiquement dans la cigarette, après dans le pétrole et aujourd'hui sur les produits phytosanitaires. Il y a plein d'études qui montrent que ingérer des produits non bio a un impact sur la santé à court, moyen, long terme. Bon, il y a de l'impact sur les agriculteurs qui les épandent, c'est évident. Il y a plein... Franchement, je pense qu'il n'y a pas besoin de le prouver, et même eux s'arnagent de trucs pour se protéger quand ils le font. Donc tout le monde est bien conscient qu'il y a un impact direct quand on les pend. Mais au-delà de ça, même si c'est des restes, des résidus infimes qui restent dans l'alimentation, il y a plein d'études qui montrent que ça a un impact assez fort. Après, il y a justement ces histoires de marchands de doute où il y a plein d'études scientifiques qui sont commandées par... des industriels à gauche, à droite, pour essayer de noyer les études qui montrent qu'il y a un impact négatif au milieu de plein d'autres études plus ou moins scientifiques selon les cas qui vont montrer le contraire. Et donc derrière, on se dit, bah voilà, quand on fait une étude de toutes ces analyses et toutes ces études, bon, globalement, le risque, il paraît pas si important. Mais en fait...
Enfin, moi, je lis pas mal de choses et il y a de plus en plus d'études qui montrent que ça a un impact. Et c'est pas complètement délirant, parce qu'en fait, tous ces produits, pesticides, fongicides, etc., enfin, c'est des produits en site, c'est des produits qui sont faits pour tuer des micro-organismes, des bactéries, des choses comme ça. Ouais. Et on sait que derrière... on est composé de bactéries, ouais, on parle de beaucoup de microbiote, etc. Et tout ça, ça a un impact sur notre vie. Ce qui est surprenant, c'est pas tant que les études le disent, ce qui est surprenant, c'est que nous, aujourd'hui, on arrive, pas personnellement en tant que consommateur historien, mais on arrive à se voiler la face là-dessus et à même pas y penser. Ouais. À dire, mais c'est normal, quoi. As usual, comme tu dis, ça fait partie du truc. Je fais une petite aparté parce que j'ai oublié, mais on me le répète à chaque fois. Pensez à vous abonner, pensez à noter le podcast sur les plateformes sur lesquelles vous êtes, ça va énormément nous aider. Voilà, petit message pour notre chargé de com qui me le rappelle à chaque fois. Toi, tu dis aujourd'hui qu'il y a quand même des signaux positifs parce qu'il y a des actions, l'émergence de FEV et le fait que vous soyez quand même mis en avant aujourd'hui, en tout cas par la communauté que je connais, qui est celle aussi des conseillers financiers, gestion de patrimoine, etc., mais pas que par nous, par aussi les citoyens, c'est des super signaux positifs. Il en faudrait beaucoup d'autres, ouais. Mais c'est des super signaux positifs. Tu parlais de crainte, alors je ne veux pas faire dans le il faut faire peur, etc., mais il faut être aussi, à un moment donné, réaliste par rapport au mur qu'on peut se prendre. Concrètement, si on n'arrive pas à endiguer aujourd'hui le fait qu'on a une diminution du nombre d'agriculteurs, qu'on n'a pas une augmentation des pratiques qui protègent l'environnement et le social, est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à un moment où, de toute façon, on va être sur de la nourriture quasiment majoritairement importée, qui n'aura plus aucun élément nutritif dedans, qui sera dopé par des énergies fossiles, par tout ce que tu nous disais tout à l'heure, et donc on risque d'arriver à une situation catastrophique d'un point de vue sanitaire et alimentaire pour la France. Et peut-être même qu'on arrivera à un moment où on ne pourra plus nourrir tout le monde. Ça, c'est des choses auxquelles tu penses des fois, où on peut se dire, bah ouais, c'est un scénario qui peut arriver. Ouais, c'est des scénarios qui peuvent arriver, pas à court terme, mais à moyen terme. Moyen terme, ça serait combien de temps pour toi ? Je veux pas dire de bêtises, donc je sais pas. En fait, moi je suis plutôt optimiste. Et donc, même si... ce qui est marrant, c'est que mes prises de conscience écologiques ont été forgées en lisant des bouquins un peu collapso. Donc je regarde pas ces choses-là en me disant que c'est pas des choses qui peuvent arriver et c'est pas des situations qui peuvent arriver. Moi, ce que je me dis, c'est que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui vont faire qu'on va être obligé de bouger. Et par exemple, sur ces intrants fossiles, à un moment donné, ils vont devenir trop chers. Et en fait, moi, je rêve d'un prix du gaz et du pétrole très, 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 très cher, parce que ça imposera de changer les pratiques. Et ça imposera d'aller justement vers des pratiques où on en utilise moins. Et ma conviction profonde, c'est qu'on va aller vers ça. Et que ça va arriver, et que ça va impliquer le besoin de changer des pratiques agricoles. Après, est-ce que ça va arriver trop tard ? En fait, ce que tu dis déjà c'est que je trouve qu'aujourd'hui, on nous cache quand même pas mal de choses sur les risques que vous avez à continuer de consommer de cette façon-là. Parce que ce que tu dis, tu n'es pas le seul à le savoir, je pense que tout le monde le sait, et on se rend compte qu'au final, on nous cache un peu la vérité parce qu'il ne faut pas culpabiliser. Ça, c'est un mot qu'on a beaucoup dans la finance. Je trouve que la culpabilité, ça peut être des fois un luxe, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps de culpabiliser, qui sont dans une misère telle que eux, c'est direct. Et donc, il ne faut pas nous culpabiliser, donc c'est pas grave. Restons dans notre petite sphère, des fois un peu d'ignorance ou de croyance du savoir, et puis continuons d'avoir cette action qui est en train juste de détruire, comme tu disais, la biodiversité, qui est un sujet plus important que le réchauffement climatique aujourd'hui. Oui, je dis le terme. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on a aujourd'hui et qu'on ressent, en tout cas, moi, je ressens là-dessus. J'ai un trou de mémoire. C'est aussi pour ça, des fois, qu'il y aura des coupures sur le truc. Je voulais rebondir sur un truc que tu disais. Et j'ai complètement oublié sur quoi je voulais rebondir. Je te propose de faire une petite pause. Putain, mais... En plus, c'était clair dans ma tête. Il y a ça et... Tu parlais de... Comment on peut amener...
Putain, mais j'ai complètement oublié mon point. Je parlais de baisse, d'augmentation des coûts des matières premières et donc qui va amener les gens à changer, Super. Ouais. Donc, l'autre point, c'est ce que tu dis, je partage ton avis. C'est qu'en fait, à un moment donné, quand tu es dos au mur, tu peux plus avancer, donc tu dois changer. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'est-ce qui va se passer quand on va être dos au mur ? Par quelle violence on va passer pour ce changement-là ? C'est certain que lorsque tu anticipes ce changement-là, tu peux le faire de manière douce et progressive, même si peut-être qu'il est déjà un peu trop tard que ce soit vraiment doux et progressif. Alors que le changement que certains amènent, notamment en disant on n'aura pas le choix, ouais, on se dit c'est pas grave, on n'aura pas le choix, on s'adaptera. Ouais, c'est clair qu'on va s'adapter. Mais je pense qu'on n'est pas prêt, on ne se rend pas compte dans quel niveau de violence on va être pour s'adapter. Ouais. Voilà. Et ça moi, en tout cas, en tant que citoyen et consommateur aussi, c'est quelque chose qui m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. J'entends, moi aussi, je suis inquiet. Je suis convaincu qu'il vaut mieux essayer de faire cette transition et de la mener maintenant, alors même que c'est encore possible sans avoir des impacts trop importants. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur des impacts financiers, et en particulier du fait d'accepter de faire des paumes sur des investissements qui ont été réalisés parce que c'est des investissements qui ont été réalisés mais qui ne vont pas dans le sens de ce qu'on devrait faire. Et je pense qu'il vaut mieux les faire maintenant plutôt que de continuer à en faire d'autres parce qu'en fait, derrière, à un moment donné, si je reste d'un point de vue strictement financier, la paume, on va la faire puissance 10. Donc c'est ça le risque un peu, entre guillemets. Quand il va falloir changer toutes les pratiques de tout le monde d'un seul coup, ça va être violent. Et donc ouais, donc ça permet d'enchaîner sur la question suivante, mais en tout cas merci là pour l'éclairage sur le et demain, et j'espère que ça permettra quand même à ceux qui nous écoutent de se rendre compte que on peut avoir aujourd'hui une action, notamment en tant que consommateur, en privilégiant certaines filières de l'écologie, de l'agroécologie, de l'agriculture dont tu nous as parlé. La question que j'aime bien poser après, c'est justement, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que tu changerais, toi? Que je changerais dans ma manière de faire, ou que je changerais si j'avais la baguette magique d'être le président de la République, ou... Tu sais quoi, on va utiliser la baguette magique du grand leader. Tu vas dire que tu as la possibilité, tu as ce pouvoir-là, qu'est-ce que tu changerais? Ouais. Moi justement, j'essaierais d'accompagner cette transition. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas beaucoup accompagnée, et elle peut être accompagnée de plein de manières. Parce qu'en effet, ça vient à la fois d'informer correctement les citoyens pour qu'ils ils consomment en conscience. Parce que je pense que malgré tout, il y a plein de gens qui ne s'intéressent pas d'aussi près à ces sujets-là. J'ai plein de copains qui lisent plein de choses, etc., mais qui ne sont pas au courant des études qui sortent sur le fait que manger non bio, ça a un impact quand même sur sa santé aussi. Et je pense que si les gens le savaient, ils feraient peut-être différemment. Et donc je pense qu'il y a un vrai sujet de communication et d'information. Et ensuite, il y a... Si justement j'avais la possibilité, j'essaierais d'accompagner le changement de pratique chez ces personnes qui justement ont fait des investissements qui sont des investissements d'un autre temps et sur lesquels à un moment donné il faut savoir arrêter, il faut savoir couper, il faut que quelqu'un prenne la paume. Et à mon avis, ça ne vient pas sans une aide de l'État qui doit, à mon sens, prendre la paume pour pouvoir permettre à ces gens-là de changer de pratique. Et en fait, l'État va s'y retrouver parce qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup d'argent, je disais, pour retraiter les eaux. On utilise beaucoup d'argent, dans le futur, on va utiliser beaucoup d'argent pour corriger tous les impacts négatifs sur la biodiversité qu'on est en train de faire. Et donc, in fine, si on regarde sur un temps long, on va s'y retrouver. Donc, en tout cas, j'essaierai d'aller vers ça. Et d'inciter aussi, il y a un autre sujet, c'est la formation et de donner envie aux gens de devenir agriculteurs. Parce que, on en parlait, il y a beaucoup de gens qui vont partir à la retraite. Il y a plein de gens qui sont pétris de conviction, qui ont envie de faire ce boulot, parce que c'est un boulot qui est, même s'il n'est pas très rémunérateur, c'est un beau travail qui donne encore envie à plein de gens. Un peu un travail passion. Mais on arriverait à attirer encore plus de gens si ce travail il était
un petit peu moins difficile et qui permettait peut-être de s'en sortir un peu mieux financièrement, parce que c'est quand même important. Vu le degré d'importance quand même de ce travail-là, parce qu'on n'est pas que sur un travail passion, on est sur un travail qui est utile à tous les citoyens français, utile, indispensable. Voilà, hein. On a tous envie de manger tous les jours. C'est quand même fou, parce que je dis qu'il n'y ait pas aujourd'hui d'accompagnement, que ce ne soit pas une priorité, qu'il y ait des lois qui soient proposées mais qui soient vidées de leur substance. Ouais, je te rejoins totalement. Ouais. Donc, voilà. Cette baguette magique, du coup, la formation, mais clairement, hein, que ce soit pour la prise de conscience ou pour donner envie aux nouveaux agriculteurs, et puis évidemment les accompagner. On parle de transition, on est d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu souhaiterais aborder sur l'agriculture, fèves ou autre chose, tant qu'on est ensemble en train d'en discuter? Un autre sujet. De quoi j'aurais pas parlé? Je suis à court là. Mais très bien, c'est-à-dire qu'on a parlé de pas mal de choses. Peut-être que tu auras un autre sujet qui viendra. Quel conseil aujourd'hui tu pourrais donner aux citoyens, aux consommateurs, à tous ceux qui nous écoutent, qui peuvent appliquer dès aujourd'hui? S'intéresser à ce qu'ils consomment d'un point de vue alimentation et donc d'essayer de savoir comment c'est produit. De s'intéresser un petit peu au label, parce que j'ai parlé du label bio. Il n'y en a pas beaucoup d'autres à mon sens qui sont intéressants, mais c'est toujours bien d'essayer de s'intéresser à ces labels et justement d'essayer de comprendre le vrai du faux, etc. Et potentiellement, pour ceux qui le peuvent, parce que c'est pas toujours possible, mais justement d'essayer de réduire les intermédiaires entre la personne qui produit cette alimentation et ses citoyens. Et il y a de plus en plus de possibilités justement de le faire. Historiquement, il y avait les AMAP, mais il y a de plus en plus de... Les AMAP, c'est un super système, mais il n'y en a pas partout. C'est pas forcément facile pour tout le monde parce qu'il faut récupérer son panier toutes les semaines, etc. Donc c'est pas forcément évident. Mais il y a plein d'autres systèmes qui permettent d'aller vers ces produits-là. Il y a des choses que je trouve hyper intéressantes, du type Benebono. Là, je fais un peu de pub pour un truc que j'aime bien, où tu peux récupérer des fruits et des légumes bio, mais qui ont des formes un peu bizarres, ou qui sont en trop grande quantité à un moment donné, ou trop petits, trop gros, et qui donc sortent des sentiers battus et ne peuvent pas être vendus dans la grande distribution. Et donc ça te permet d'avoir des fruits et des légumes qui sont 30% moins chers, ou 30 ou 40% moins chers. Il y a des dictates physiques aussi sur les fruits et les légumes. Ah oui, bien sûr. C'est impressionnant. Tu te rends pas compte que tes carottes, elles sont toujours le même calibre. Ouais, c'est vrai. Et alors que si tu as un potager à la maison, tu sais que des fois tu as des carottes qui sont bizarres. Et elles n'ont pas un mauvais goût. Mais, non, pas du tout. Donc oui, il y a plein de... Donc ça fait partie des initiatives que je trouve intéressantes. Mais en tout cas, il y a plein de moyens et ça permet aussi de diminuer le nombre d'intermédiaires. Et donc, essayer de diminuer les intermédiaires en essayant de trouver des moyens de se fournir en produits bio, locaux, c'est possible. Enfin, moi, j'y arrive quasi intégralement et sans que ce soit très compliqué non plus. Donc, il y a plein d'initiatives qui sont menées à ce sujet-là et je pense que c'est un des moyens d'action, en tout cas pour les citoyens, qui est le plus important, surtout que on se nourrit 3 fois par jour, donc c'est des choses qui reviennent assez souvent. Super. Merci Vincent. Merci pour l'invitation.